Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et oui, un son de vache, pour te dire que des rencontres entre auditeurs s'organisent ce mois-ci à Paris, Lille, Genève et Toulouse. Écoute, on s'amuse comme on peut. Non mais franchement, viens à ces rencontres, c'est vraiment cool. Va sur le site du podcast pour plus d'infos, bit.ly/comment devenir. Bienvenue Robin chez moi. Merci Guillaume. C'est cool de se rencontrer enfin. Ouais. Bon, on a parlé il y a quelques mois. Je vais là essayer de restituer les trois axes qu'on va creuser ensemble. Mais ça a peut-être changé, c'est ok si ça a changé. En tout cas, c'était vachement intéressant. Tu m'as envoyé un email. Tu m'as dit, super tes podcasts. Mais contrairement à tous les gens que j'entends sur le podcast, moi, je suis dans un moment où je suis perdu sexuellement. Je suis pas épanoui. Tu me dis, je traverse actuellement une période dans laquelle les blocages sexuels s'accumulent. Tu vas me parler de ce schéma domi-soumis habituel dont tu aimerais bien te passer ou que tu aimerais bien dépasser. Et tu m'as dit, et ça m'a beaucoup parlé, je n'arrive pas à mettre en pratique un nouvel imaginaire. Tu me dis que tu es en relation depuis 2 ans. Le sexe devient de plus en plus rare et tu as plus de désir, même pour des relations Depuis hors 2 du ans, couple. ouais. Pardon, je te coupe. J'ai dit 2 ans. Tu es pas d'accord avec, tu es depuis 2 ans avec ton amoureux ? Non, ça fait bientôt 7 ans. Ouais. Ok. Je sais pas. C'est peut-être depuis 2 ans. 2 ans que nos relations, ok. Nos rapports peut-être ont diminué. Ouais. C'est ça que je voulais dire, pardon. D'accord. Et du coup, tu demandes si progressivement tu es pas en train de devenir asexuel et si tu aurais épuisé un capital sexualité après une jeunesse très intense. Jeunesse intense parce qu'à 18 ans et pendant 6 ans, tu es escorte ou travailleur du sexe. Un choix né, tu dis, d'une envie d'ascension sociale. Et tu m'as dit dans ton email, je fantasmais ce milieu et m'étais convaincu que cela me permettrait de rencontrer un mentor et d'apprendre les codes, entre guillemets, pour évoluer socialement. Ça fait bizarre de se réentendre. Ça fait bizarre, pourquoi ? Je suis allé loin, je trouve, dans ma description. Il y a des choses qui sont encore... ça fait quelques mois quand même, mais il y a des choses qui sont toujours d'actualité. On s'est parlé en septembre ? Ouais, j'étais en vacances, plutôt fin septembre, ouais, c'est ça. Et on est en décembre, donc quelques mois sont passés. Ouais. Pourquoi t'as eu envie de témoigner ? J'ai envie de témoigner, ça faisait quelques mois que j'écoutais ton podcast assez régulièrement. Je l'ai fait pour moi principalement, c'est aussi pour ça que je t'ai écrit. J'avais envie de laisser une trace, parce que j'ai l'impression que la parole peut aider à libérer, en fait. Il y a peu d'occasions où on peut vraiment parler de soi comme ça, donc je l'ai un peu saisi, on va dire. Et puis laisser une trace en me disant, peut-être dans 5 ans, 10 ans, si je réécoute, je pourrais regarder un peu le chemin parcouru. Et, comme je te disais, aujourd'hui, c'est un peu confus, donc j'espère que d'ici là, ça aura évolué, quoi. Ça me permettra d'avoir une trace. Ouais. Qu'est-ce qui est confus ? Ce qui est confus, c'est mon parcours et mon lien avec le sexe, qui est un peu des montagnes russes, quoi. Donc, j'ai commencé très jeune ma sexualité, enfin très jeune, tout est relatif, mais à 14 ans, un peu sur les chapeaux de roue et depuis maintenant plusieurs années, en fait, je ressens des blocages multiples. Et ouais, c'est un peu, je sais pas dans quelle direction je vais, c'est ça qui est confus. Ouais. Je sens qu'il faut du changement, mais je suis plus dans la théorie que dans la pratique pour l'instant. Donc ouais. C'est ouais. J'en suis là. Toi, tu me dis j'ai commencé tôt. Peut-être on le fait chronologiquement. Parce que j'ai l'impression que ce que tu me racontais, c'est que un des moments clés, c'est quand tu décides de devenir escorte. Oui. Est-ce que tu peux me ramener, donc c'est à 18 ans. Donc à 14 ans, tu me dis, je découvre ma sexualité sur les chapeaux de roue. Quelle roue et quel chapeau ? Bonne question.
C'était peu de temps après mon coming out. Je crois que j'ai fait mon coming out à mes parents, mes amis, à la fin de la 3e. Et dès l'été, j'ai eu mes premiers rapports sexuels. En fait, j'ai l'impression d'être tombé tout de suite dans le sexe, un peu malgré moi, parce que quand je me suis découvert, on va dire, j'ai très vite voulu voir ce que c'était d'être gay. Donc j'étais allé sur Internet, un peu comme beaucoup de jeunes font. J'avais tapé ado gay ou quelque chose comme ça. J'étais tombé sur un forum de jeunes. Et très vite, ce forum, en fait, était plus un site de rencontre, finalement. Donc, Tu te rappelles du nom du forum? ça s'appelait Zaguet. Zaguet.org, je crois. Ah là, ça me dit quelque chose vaguement. Tu as quel âge? Ça existe encore. Maintenant, j'ai 32 ans. Je te félicite. Merci. Pourquoi? Non, c'était une blague. Ouais. Ça me dit que non, mais je voulais voir un peu si on avait ouais. le même âge et tout. C'est intéressant, ça me rappelle quelque chose. T'as quel âge? Très vaguement. 37. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu connais un peu alors. Tu grandis où? On est où là à 14 ans? Oula, ouais. On est à la campagne en Mayenne, dans l'Ouest, ouais. Pourquoi Ola? Parce que ça remonte à loin. J'ai l'impression d'avoir une autre vie aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, tu habites où, si t'es à l'aise de le dire? J'habite toujours dans l'Ouest, à Nantes. Ouais. C'est un peu différent. Il se passe comment ce coming out? Et en fait, ma question a un sous-entendu. Tu m'as dit que ta mère a dit quelque chose de très particulier à ton coming out. Ouais, c'est sûr. Il s'est à la fois bien passé et puis le contre-coup fut un peu compliqué quand même. Quand j'ai fait mon coming out à ma mère, je lui ai fait une lettre et je suis parti au ciné avec des amis stressés. Et puis quand elle est venue me récupérer, on en a parlé. Tu lui donnes une lettre et hop, tu te dis je vais au ciné. C'est ça. Ok. Et à mon retour, donc en rentrant, on en a parlé tous les deux. Elle m'a dit tout ce qu'il fallait que j'entende à ce moment-là, qu'elle m'aimait, que ça changeait rien et qu'elle était fière que je lui ai dit. Et voilà. Mais elle a terminé en me disant que ce qui était important, c'est que je ne devienne pas une tarlouse. Elle a employé ce mot. À l'époque, je crois que j'étais tellement soulagé qu'elle m'accepte finalement que je suis passé à autre chose. Mais je pense qu'elle avait une homophobie aussi internalisée qui a fait un peu de mal après pour la suite sur moi et mon rapport à ma sexualité. Donc, ouais. C'était quoi pour elle une tarlouse? Tarlouse, c'est un homme très efféminé, trop efféminé. Après, voilà, je pense il y a un côté générationnel où je pense qu'elle a... Je vais pas lui trouver des excuses, mais à son époque, il y avait peu de représentation gay autre que la cage aux folles, on va dire, ou des choses comme ça. Et elle n'était pas du tout éduquée sur ces sujets. Donc, on en a reparlé assez récemment. Pour elle, si elle m'a dit ça, c'était pour me protéger, pour pas qu'elle pensait que si je devenais trop efféminé, je me mettais en danger, quoi. Donc, mais bon, non, je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond en elle qu'elle assume pas encore aujourd'hui vraiment, mais c'est son chemin. Ouais. Vous en avez reparlé récemment, pourquoi? Pourquoi? Écoute, fin de repas un peu alcoolisé, je pense. Le sujet est venu comme ça. Ouais, on l'a abordé, mais c'était trop tard et on n'était pas complètement bourré non plus, mais on n'était pas dans les bonnes conditions pour en parler comme il fallait, je pense. Donc on n'est pas vraiment entré dans le détail. Mais t'avais envie, c'était toi, c'était ton impulsion. Ouais. Ouais, je crois que c'est moi qui ai abordé le sujet. Mais je te pose cette question-là parce que moi, je suis en plein là-dedans. C'est pas vrai? Ah ouais? Ah ouais, moi là, à 37 ans, il y a un moment clé où j'ai envie de remettre des mots sur mon homosexualité et sur la place de mon homosexualité dans la famille et quelque part dans mes liens, tu vois. Et donc, pour la première fois, j'en ai reparlé à mon père. On n'en a pas parlé pendant 25 ans. De ton coming out? Pendant 20 ans, ouais. Et idem avec les autres membres de ma famille. Et c'est cette impulsion... je sens le Guillaume enfant et adolescent qui est là, mais n'en parle pas. Genre, j'ai encore cette peur en moi, le moment... Je sais pas ce que t'as ressenti, toi, quand t'as remis le sujet sur la table. Peut-être, d'ailleurs, on avait besoin d'alcool, qui montre que... je préjuge, hein, mais dis-moi ce que t'en penses. Ouais. Moi, en tout cas, le moment où j'en ai reparlé à mon père, j'avais peur comme au moment du coming out à 18 ans, alors que j'en ai 37, quoi. Et que mon père, il me sait homosexuel depuis pas mal de temps. Il a rencontré des copains et tout, quoi. Ouais. T'as choisi ton père, c'est étonnant. C'était plus facile qu'avec ta mère Ouais. Ah oui? Ouais. Donc toi, cette impulsion-là, ça correspond en ce moment à ton cheminement
d'épanouissement, le fait de remettre des mots avec ta mère ou aucun rapport fils unique? Oui, si, certainement un rapport. Je pense que je suis un peu. Bon, c'était il y a déjà 2 ans, je pense qu'on avait abordé le sujet. J'étais déjà en train de me questionner sur arrêter de jouer ce rôle un peu que je m'étais un peu assigné, quoi, de le bon garçon, pas trop efféminé aussi, standard, quoi, qui fait. Enfin voilà, c'est un peu flou, mais je pense que j'étais prêt à faire des changements dans ma vie sur le plan sexuel en tout cas, et c'est venu à ce moment-là. Il fallait aussi moi que je fasse mon chemin sur pourquoi je ressentais ça. C'est un peu flou, mais je pense que les souvenirs sont revenus et étaient tellement persistants au bout d'un moment de ce coming out un peu bizarre que il fallait que j'en parle, quoi. Mais c'est vachement intéressant parce que tu parles de flou. ouais. Et je me connecte vachement à ça. Moi, mon coming out, ma façon de le comprendre et de le raconter s'est modifiée au fil des années. Moi, je passais tout un pan de ma vie à dire ça s'est très bien passé, ils n'ont rien dit. Et puis, j'ai fait une psychanalyse, puis j'avais de la souffrance et tout, donc je suis allé creuser. Et puis j'ai transformé mon discours en disant « Mais ils n'ont rien dit. Ouais, » C'est-à-dire, moi, tu vois, mes parents m'ont dit « on t'aime ». Donc ils n'ont rien dit, c'était « on t'aime ». Ce que tu as dit, génial, donc j'étais vachement rassuré. Ça change rien pour nous. Mes parents, ils ont aussi dit « ça sera plus dur pour toi ». Ouais. Et après, on n'en a plus jamais reparlé. Débrouille-toi. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que pendant notre pré-entretien, moi, ce que tu m'avais raconté, c'est ta mère en larmes qui dit « je veux pas que tu sois une tarlouse ». Ouais. Et là, quand tu me racontes, tu m'as dit ça s'est bien passé, elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle a terminé sur ces mots-là. Ça aurait pu moins bien se passer, c'est ça que je voulais peut-être dire aussi. Ouais. T'as l'impression, toi aussi, que tu jettes un autre regard petit à petit sur ton coming out? Ça a évolué, ton regard sur ton coming out? Ah oui, complètement. Ouais. Oh, ouais. Non, moi, j'avais même toujours dans ton un peu discours ce goût amer quand même, Okay. Mais j'ai mis du temps à le verbaliser, je pense, à le conscientiser. Après, oui, quand on me demandait, je disais que ça s'était bien passé, ouais, avec mes 2 parents. Mais qu'est-ce que tu dis de ta famille, le silence, je l'ai vécu aussi avec mon père, je pense que c'était... effectivement, on en parle une fois et ça redevient un peu tabou derrière, quoi. Ce qui est compliqué d'ailleurs, puisque je sais pas quel âge t'avais, mais à 14 ans, où tu débutes ta sexualité, c'est quand même le moment de parler de ces choses-là, assez avec des personnes référentes, quoi. Et non, ça a été... Il m'a peut-être manqué ça aussi derrière pour ma vie sexuelle, je trouve plus de dialogue ouvert qui m'aurait évité de faire certaines erreurs, je pense, derrière. Donc, c'est un regret, ouais. Je crois que ce que je sous-entends dans ma façon de conduire cet entretien, c'est que beaucoup de choses se cristallisent à ce moment de notre coming out. Ouais, il y a des chances. Mais c'est vraiment de la psychologie de placard à moins de 2,50 €. Hein, mais j'ai peut-être l'intuition qu'il y a des choses dans notre façon d'être entendu, dans l'espace qu'on a, dans ce qu'on a le droit, dans ce qu'on est autorisé à dire et dans ce qu'on capte du monde. Il y a plein de choses qui se cristallisent et qui après va dicter beaucoup de nos comportements sexuels, de nos possibles sexuels et de notre santé mentale sexuelle et non sexuelle. Complètement. Ouais. C'est peut-être pour ça que je commence par là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, donc 14 ans, 15, 16, 17, 18, et à 18 ans, je deviens escorte. Pourquoi? Comment? Ouais. Alors, ouais. C'est quand le déclic où tu le te dis déclic. Est-ce qu'il y a eu un déclic bizarrement, alors c'est lié, comme je te disais un peu dans mon mail, je voulais m'échapper un peu de mon milieu, on va dire. C'est quoi ton milieu? Non, il est très très correct. Hein. Mes parents sont de la classe moyenne, voilà. Mais j'avais plus d'ambition, quoi. J'avais envie de. Je pense que mes parents ont divorcé quand j'étais enfant. Il y a eu tout de suite des soucis un peu financiers derrière qui m'ont un peu marqué. Je voulais un peu me sortir de tout ça à travers l'école et voilà, quoi. Donc ton élan, c'était pas d'échapper à de l'homophobie ou à un modèle qui te correspondait pas. Ah non. C'était pas ça l'élan. L'élan, c'était je veux plus d'argent pour être en sécurité et pouvoir réaliser mes rêves. Exactement, ouais, que l'argent soit plus un frein. Donc du coup, c'est une question financière
Où tu rajoutes aussi un aspect de milieu social. Exactement, ouais. Bah, je pense que je fantasmais un peu ce milieu-là, effectivement, parce que je l'avais jamais approché. De quel milieu tu parles? Bah, l'élite, tout simplement, le milieu le pouvoir, quoi, aussi, un milieu socio-économique un peu plus élevé. Ouais, je rêvais de vivre à Paris, carrière plutôt de journaliste au début, enfin, des choses comme ça, qui était très loin du milieu de mes parents, on va dire. Et comme je réussissais bien à l'école, on m'a proposé de préparer Sciences Po, tout ça, donc je me suis lancé à fond dans cette voie, quoi. Mais je voyais qu'il y avait quand même des barrières sur les codes sociaux. Enfin, je m'exprimais pas oralement aussi bien que d'autres camarades qui étaient plus à l'aise, tout ça. Donc, je voulais rattraper un peu ce retard et je me disais... Je fantasmais aussi l'escorte, entre guillemets, mais j'étais persuadé que j'allais rencontrer des hommes de milieux sociaux élevés qui allaient me prendre un peu sous leurs ailes et puis m'apprendre à me conduire dans ce monde, quoi. Ok. Aujourd'hui, j'en suis revenu. Ce monde, j'en ai plus grand-chose à faire, mais à l'époque, c'était important. Ouais. Donc on a 18 ans, enfin tu as 18 ans, pardon. Tu montes à Paris pour cette prépa, c'est ça que je comprends? À Versailles, ouais, j'étais en prépa 1 an à Hippocagne, en internat. Ouais, et c'est effectivement là que j'ai eu le déclic. Un peu loin de ma famille, je me suis dit, c'est le moment de tester ça, quoi, d'avoir. Moi, attends, est-ce que j'ai déjà pensé être escorte? Oui, Ah ouais. dans un sens un peu de fantasme. Attends, quand est-ce que c'était? C'est bien enfoui et refoulé dans mon esprit là, donc j'arrive pas à restituer, mais je me suis déjà dit, tiens, c'est intriguant, etc. Donc et je crois que c'est peut-être suite à des films porno. En gros, ma question c'était, comment ça vient? Parce que j'allais te dire, moi ça n'est jamais venu dans mon cheminement. Bon, du coup je pense que c'est un peu pas vrai, mais j'ai tellement refoulé que je sais pas te le restituer. Toi, comment, tandis que t'es en prépa à Versailles, Ouais. est-ce que c'est quelqu'un qui te propose, tu dis, ah bah tiens, l'occasion fais-le, larron? Larron, allez. Ou bien, ouais, comment c'est venu à toi? Juste avant de partir, il y a eu une expérience en Mayenne où un homme, un peu un notable du coin, quoi, qui m'avait invité chez lui à dîner, qui très érudit, donc on a eu des super discussions. À la fin, qui avait un peu forcé le coup, quoi. Donc Forcer le coup? bah, sexuellement, je pense qu'il m'a fait des avances et voilà. Je pense que j'étais pas encore assez à l'aise pour assez affirmé pour dire non, parce qu'il m'attirait vraiment pas sexuellement. Par contre, j'avais vraiment une attirance intellectuelle, quoi. T'avais quel âge? Bah, juste avant de partir, je devais avoir 17 ans. Et bon, après, j'ai plus voulu le revoir, et c'est là, il m'a proposé de l'argent, et ça a fait son chemin, je crois, dans ma tête. Et je me suis dit, pour plus tard, tiens, ce serait vraiment intéressant. Et voilà. Puis, peu de temps après mon arrivée en prépa, c'était les vacances de Noël, je venais de me faire larguer par mon mec de l'époque, et non, qui m'avait ghosté, c'est moi qui l'avais largué, et j'étais un peu au fond du trou, et je me suis dit, allez, c'est le moment, tu prends ta vie un peu en main, c'est toi qui décides maintenant, et non, le vrai déclic, c'est que je suis tombé sur un site de rencontre, je suis tombé sur un article qui dénonçait l'escorte, l'escortisme, je sais pas comment on dit, en mentionnant un site internet qui marchait bien pour ça. Et du coup, bingo, je me suis connecté, j'ai créé mon profil, quoi, dans la même nuit. Tu es dans la même nuit? Ouais, j'ai fait ça c'était vraiment un coup de tête, ouais, pour le coup. Ouais. Ah, pardon. Tu tombes sur cet article et dans la même nuit, tu crées ton profil. Ok. Ouais. Tu réponds oui à la proposition financière du notable de Mayenne? Non, je l'ai jamais répondu, je pense. Non, puis je partais, donc non, je le zappais. Et puis j'avais pas apprécié sa manière de faire. Vous avez eu un rapport sexuel? Oui, ouais. Qui était du coup pas agréable. Non, c'était pas consent. Enfin, compliqué le consentement. J'ai pas dit non plus, quoi. Mais ouais. Enfin voilà. En tout cas, c'était. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué les consentements? En fait, t'es assez clair sur le fait qu'il a forcé, que t'étais pas à l'aise. C'est compliqué de savoir si je voulais vraiment pas, ou si c'était. Ouais, en tout cas, j'ai pas assez de souvenirs pour savoir si c'était vraiment consenti ou pas, ouais, c'est ça. Tu m'autorises à moi dire mon opinion sur le consentement? Ah, bien sûr, oui. C'est qu'en fait, à partir du moment où c'est pas un oui plein, c'est non. C'est-à-dire,
Si j'ai face à moi quelqu'un qui fait ouais, mais. Et qui finit pas sa phrase, je suis là, bah. Ouais. C'est comme devant un gâteau. Tu veux un gâteau ? Ouais, mais. Bon, bah, tu prends pas ta cuillère et tu manges. Enfin. L'image du gâteau était pas ouf. Pas du tout. Mais pour moi, c'est assez clair et on est dans une société qui dit bah, t'avais qu'à. Non, mais le gars en face, quand c'est un oui, mais, doit apprendre que c'est non. Ouais. En fait, non, vas-y. Ouais. Tu veux réagir ? Je suis complètement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, je pensais avoir vraiment une vision de ce qu'est le consentement, effectivement, de le verbaliser. Et j'en suis plus là où j'étais avant. C'était peut-être une autre époque aussi là-dessus. Hein, c'était avant MeToo et tout ça. Donc, on n'avait pas ces notions-là. Même lui, je pense qu'il ne l'avait pas. Donc, c'était un peu. Je le vis pas comme un gros trauma non plus, parce que c'était une autre époque. D'accord. Aussi, quoi, on va dire. Ok. Bon. Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que. T'aurais envie de chercher réparation parce qu'en gros t'as quelqu'un qui a utilisé son pouvoir sur quelqu'un de mineur. Ouais. De l'extérieur, moi c'est ça que je lis comme. Ouais. Toi t'en penses quoi ? T'as dit waouh ? Ouais, le mot mineur. Non. C'était pas le cas ? C'était. Si, j'avais 17 ans, ouais, c'est sûr, mais. Oui, il y avait un rapport de pouvoir qui n'était pas très sain. Chercher réparation, non, je ne vais pas remuer ça, quoi. Non, faut pas. Non, je suis pas là-dedans. Ouais, ça t'apporterait. Il y a prescription. Ouais. Non, il y a eu d'autres expériences derrière aussi qui ont été complètement similaires. Donc, aujourd'hui, je suis plus sûr de moi sur ces choses-là, mais ça a mis son temps aussi, quoi. Donc, si je devais chercher réparation auprès de tous ceux qui ont un peu joué de ça, je serais un peu. T'as l'air un peu choqué, mais. Non, pas du tout. J'attends la fin de ta phrase. Tu serais un peu quoi ? J'aurais pas fini, quoi. Enfin, ce serait un combat d'une vie, je pense, de retrouver tous les gens un peu comme ça. Ouais. Non, j'ai pas vraiment. Pourquoi tu le ferais pas ? Et je te dis pas que tu devrais le faire, mais j'ai envie d'entendre pourquoi tu n'as pas envie de le faire. En tout cas, j'ai pas ce besoin. Il faut que je passe à autre chose. Ouais. Puisqu'apparemment, on est dans un épisode où je fais de la psychologie de comptoir, mon opinion par rapport à mon chemin de santé mentale, hein, je prends des énormes pincettes, mais je ne suis pas psychologue, je suis pas compétent. Et donc, je te donne vraiment, moi, comment je trifouille, comment je fais ma soupe. Je considère que, un peu à l'instar de ces moments clés du coming out, où des choses se cristallisent, s'il y a chez moi un système de difficulté à dire mon consentement ou des situations où mon consentement il n'a pas été validé, on n'a pas pris soin de mon consentement et qu'en plus ça se répète, tu me disais qu'il y a eu d'autres situations comme ça, quelque part, si aujourd'hui j'ai du mal à poser mon désir, c'est le cas depuis cette première rencontre où du coup il y a une espèce de flou et c'est ça qui se répète dans poser mon désir et de retourner à la source. Donc tu vois, de remettre de la conscience sur comment ce système fonctionne chez moi, dans mon rapport à mon désir, comment je le dis, comment je l'exprime et comment je le pose, comment je me protège et comment je me nourris dans ce désir. Les clés sont là. Ok, ouais, wow. T'as dû bien réfléchir à tout ça pour en arriver à... J'ai fait un podcast. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment une opinion personnelle. Je pense pas du tout qu'il y ait un unique chemin. Ouais. Mais quelque part, j'ai dans la tête l'intro et ton élan de venir ici. Tu dis, aujourd'hui c'est bizarre, mon désir, il est flou, il est pas clair. Mon désir de relation sexuelle, hein, mon désir dans ma sexualité, il y a une accumulation de blocages au fil des ans. Ouais. Et donc, quelque part, je joue à l'enquêteur et je pose la question dans quelle mesure, comment ma sexualité s'est formée et mon rapport aux autres, comment est-ce que ça cristallise des choses qui après, je vais avoir envie de réparer pour pouvoir reprendre ma liberté et pouvoir dire oui, dire non et poser mon désir sexuel. T'as complètement raison, ouais, c'est sûr. Ouais. T'as raison. Enfin, à partir du moment où les choses se forment, on rentre facilement dans un schéma derrière qui met du temps à se défaire, quoi. Donc, Tu as dit que ça s'était répété quand tu es escorte à 18 ans et pendant 6 ans, c'est ça ? Pendant 5 ans, ouais, tout à fait. Avec des pauses, mais... Ouais.
Ça s'est répété, tu sous-entendais pendant tes activités de profil d'escorte? Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'à la fois devenir escorte, ça m'a ramené du contrôle. En fait, cette fois, c'est moi qui décidais avec qui et un peu comment. Enfin, si ça me plaisait pas, je passais un peu au suivant. Et du coup, j'ai un peu pris le pouvoir là-dessus, donc ça m'a fait du bien. Ça veut dire, sur ce site, tu recevais des propositions et tu te sentais en contrôle de dire non. Tout à fait, ouais. Tu refusais des prestations. J'avais le choix. En tout cas, au début, j'avais vraiment le choix, donc je pouvais vraiment choisir. C'était vraiment un moyen aussi, pour moi, d'explorer sexuellement, parce que à l'époque, j'avais vraiment envie de ça aussi. Donc, tous les fantasmes que je voulais réaliser, j'en ai profité aussi. Donc, c'était une chouette période. Non, faut que j'idéalise encore. Il y a eu tout de suite aussi des gros moments compliqués où j'avais pas les armes vraiment pour me protéger et m'affirmer. Donc, non, il y en a certainement qui ont un peu profité aussi. Mais c'était entre les deux, quoi. Donc, il y avait des mauvaises expériences, mais j'apprenais. La prochaine fois, je faisais un peu différemment. Comment tu choisissais ? Tout était à l'écrit, donc c'était en fonction des envies, la personne. Parfois, elle me demandait les miennes, alors là, je me faisais plaisir et j'y allais, et voilà. Et elle dépendait du moment où tu avais des types de pratiques sexuelles que tu gardais pour ces rencontres tarifées ? Non, j'avais pas vraiment de... J'étais assez ouvert de toute façon. J'étais passif, actif, donc je pouvais faire un peu les deux. Et j'avais très envie d'explorer, donc il n'y avait vraiment pas de barrière. Enfin, si, je voulais pas non plus aller trop loin, mais j'avais envie de découvrir en tout cas, ouais. Ouais, pardon, j'ai oublié ta question. Non, t'inquiète, tu pensais à quoi ? Non, rien, des expériences. Il n'y avait pas de... C'est un peu lointain, ça se mélange les uns les autres, mais... Qu'est-ce qui se mélange ? C'est que t'as en tête des clients avec qui ça s'est bien passé et mal passé, c'est ça ? Ouais, c'est un peu des deux, quoi. Donc, Tu veux en raconter une qui s'est bien passée et une qui s'est mal passée ? Ouais, une qui s'est bien passée... C'est peut-être un client, on parle de client du coup, mais que je voyais régulièrement à Paris et qui lui, pour le coup, faisait vraiment ce que j'attendais quand je me suis inscrit. Il prenait vraiment le temps de dîner, de parler, de m'emmener dans des endroits incroyables. On était au Palais Garnier, par exemple, tous ensemble. C'est un opéra à Paris ? C'est l'opéra, ouais. Mm-hmm. En fait, on a des gens qui écoutent partout dans le monde. Bien sûr, ouais. Régulièrement, je regarde les audiences et je prends le nom d'une ville que je connais pas, que je vais voir sur la carte, et j'essaye d'avoir en tête cet auditeur, tu vois. D'accord. Un très bel opéra à Paris, ouais. En plus, on était vraiment devant, enfin, c'était incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pris tellement de photos, j'ai mis sur Instagram, que j'ai dû mentir à la terre entière en leur disant non, c'est un cadeau, non, parce qu'il fallait mentir souvent quand même, c'était ça aussi le... Et avec ses clients ou aux autres ? Aux autres, ouais, bien sûr. Ouais. Aux clients, non, ça ne servait pas à grand-chose de leur mentir, mais aux autres, il fallait... par exemple, je changeais les prénoms dans mon portable, tous les noms un peu d'hommes d'un certain âge, je les mettais en nom de fille de mon âge, quoi, pour être sûr que si je recevais des textos, personne ne sache que ça pouvait venir de ce type d'homme, quoi. Donc, mais avec lui, ça se passait vraiment bien, même sexuellement, il explorait, il ramenait parfois d'autres mecs et on pouvait vraiment faire des trucs cool. Et toujours dans le respect, et voilà, donc c'était chouette, ouais. Et avec d'autres, en revanche, c'était un peu... Et puis il y avait la capote, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la PrEP, donc lui, il respectait ça, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de mecs à l'époque. Donc, c'est-à-dire, il te demandait une prestation en disant oui, on mettra la capote, et le jour J, il la mettait pas ? Exactement, ouais, ça. À l'écrit, c'était sûr, et sur le moment, non. Et c'est là parfois que j'ai eu du mal aussi à dire stop, à dire non. Ouais. Parfois, ça m'arrivait quand même quand c'était pas du tout ce que j'avais en tête ou qui respectait pas mes choix, je partais, mais sans l'argent, quoi. Donc c'était un peu frustrant aussi. Donc, Est-ce que cet argent, t'en avais besoin pour survivre ? Pour vivre, pardon. Je roulais pas sur l'or, c'est sûr. J'étais boursier d'ailleurs, donc ça m'aidait beaucoup. Ouais. Ça m'aidait à plus être dépendant de ma famille et j'ai fait un peu n'importe quoi. Hein. J'ai perdu un peu les pieds, ça me brûlait un peu les mains.
Donc, c'était beaucoup de fêtes, de soirées quand même derrière. Ça me permettait de profiter de la vie, on va dire. Ouais. Si tu me ramènes à ce client, alors, en fait, je suis un peu malade, comme ça, à 100 ans peut-être, et j'ai un chat dans la gorge, j'ai tellement besoin de tousser. Ah là là. Donc si je tousse sur la suite, on sait pourquoi. Est-ce que tu peux me ramener à ce client avec qui ça s'est bien passé? Ouais. Il a été à l'aise de dire certaines infos. Je ne connais pas son âge, mais il avait entre 50 et 60 ans. Ouais. D'accord. Et il t'a expliqué sa démarche. C'est que sans l'argent, il ne pouvait pas avoir des hommes jeunes. Donc t'avais la vingtaine. J'avais la vingtaine, ouais. Est-ce qu'on en a parlé? Je pense pas. C'est pas une question que j'abordais, leur demander pourquoi ils faisaient ça. Ça venait jamais, non. Non, c'était pas... Pendant le dîner, alors on parlait de quoi? Tu donnais des nouvelles? Non, on parlait de culture, de... parlait même pas vraiment de nos vies à nous. Non, pas vraiment de... je sais même plus les sujets qu'on abordait, mais je l'écoutais plus que je parlais de toute façon. Mais okay. C'était... moi, ça m'enrichissait d'une manière. Ouais, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à ça. Et puis on parlait d'un peu de cul aussi, bien sûr. De ce que vous aviez envie de faire. Ouais, ça c'était chouette. Ouais. Ok. De ce qu'on allait faire juste après, quoi. C'était marrant. Et voilà, on profitait. Vous vous êtes vu combien de fois avec ce client avec qui ça s'est bien passé? Peut-être 5 fois, c'est pas énorme, mais on passait la nuit, donc c'était plus cher aussi. Donc je pense que pendant 2-3 ans, ouais, on se voyait peut-être deux fois par an. Ouais. Pendant 3 ans? Ouais, ça a duré assez longtemps. Et pourquoi ça s'est arrêté? Avec lui ou l'escorte en général? Avec lui. Avec lui. Je pense que non, ça s'est arrêté à la période où j'ai arrêté l'escorte. Ouais. Après, c'est très ponctuel. Hein, il n'y avait pas vraiment de relation fluide. J'ai pas trouvé ce mentor, en tout cas, que je décrivais au début. Ce mentor. Ouais. Quand je me suis lancé là-dedans, je m'attendais vraiment à trouver la personne qui allait me prendre sous son aile. J'étais un peu à un cours d'histoire en prépa qui parlait de la Rome antique ou la Grèce antique et à l'époque où de jeunes hommes étaient mentorés par des hommes plus âgés, il pouvait y avoir des relations sexuelles. Ça s'appelle la relation Éraste et romaine. Et quand j'ai eu ce cours-là, je pense que c'est vraiment ce type de relation que je recherchais. C'était sagesse contre jeunesse. Mais non, j'ai jamais vraiment trouvé ce... Parce que qu'est-ce qui manquait à cette relation tarifique qui s'est bien passée, où il y avait un dîner, du consentement, du respect, pour qu'il atteigne cet idéal de mentor que tu espérais trouver dans l'escorting? Il aurait fallu qu'il fasse quoi? Il aurait fallu que plutôt que je fasse, que je lui dise déjà, que je verbalise ce besoin. Moi, j'étais pas assez mature, je pense, pour vraiment... Et quand j'ai vu l'argent que je pouvais me faire, entre guillemets, j'étais plus du tout... Enfin, je l'ai mis au second plan, cette recherche-là. Et non, j'avais plus la maturité pour le faire. Ouais. Tu as établi comment tes tarifs? Avec le temps, on va dire. Ouais, la première fois où il fallait mettre un tarif, c'était un peu... J'avais pas prévu le coup quand je me suis inscrit. Et j'étais un peu dans ce délire de mentor, donc j'avais pas pensé à l'argent, donc j'ai mis un truc ridicule. C'était à l'heure, donc j'ai mis, je crois, 15 €. Et le lendemain, en me connectant, j'avais une centaine de messages, dont des messages d'autres escortes qui m'insultaient en me disant « monte tes prix ». Non, j'ai augmenté, je crois que je suis monté à 100 € l'heure et 300 € la nuit, un truc comme ça. C'est-à-dire dormir avec quelqu'un. Ouais, 300. C'est la nuit, c'est 300 €. Ouais. Et l'heure, après, c'est à l'heure, quoi. C'était à l'heure, ouais. Et là où ça s'est un peu détourné, dévoyé, c'est que l'heure, en fait, elle durait souvent plus une demi-heure, parce que je faisais en sorte que ça passe vite, quoi. Enfin, l'argent est venu avant le plaisir aussi, quoi. Au bout d'un moment, c'était... je pouvais le faire plusieurs fois par jour et faire en sorte de pas jouir, par exemple, pour pouvoir le faire plusieurs fois par jour. Enfin, c'était devenu plus en pensant à tout ce que j'allais pouvoir faire en soirée et tout derrière. L'argent m'a un peu fait vriller le cerveau, je pense, à ce moment-là. Parce que beaucoup d'argent, ça veut dire... c'est quoi tu parles de quoi en soirée? C'est que... Qu'est-ce qui se passe en soirée? C'est que tu peux dépenser de la thune pour de l'alcool?
pour l'alcool, et puis surtout faire... mes potes, évidemment, étaient tous étudiants aussi, n'avaient pas les moyens de suivre, quoi. Et c'était d'assurer aussi je payais beaucoup de verres, quoi, en gros. Enfin, c'était passer des super moments avec mes amis et beaucoup de sexe aussi, mais vraiment avec d'autres mecs, quoi. C'était un peu des mecs de mon âge. Enfin, c'était... Je sais pas. Ouais, c'était... J'avais besoin de cette folie. C'était un peu l'époque de Skins, la série. Ça m'était aussi un peu monté à la tête, je crois. J'avais envie de... cette insouciance que j'avais un peu freinée toute ma jeunesse, mon enfance, quoi. À Ouais. lâcher prise. J'ai pas vu la série Skin. Ah ouais, ouais. Ouais, C'est vrai. Non, c'est un peu trop tard, je pense que ça a très mal vieilli. Ok. Euh, C'est quoi? C'est des jeunes gays Ah non, slash non. ils sont pas... il y a un gay, mais non, c'est... Ouais, c'est des jeunes anglais, de milieu un peu précaire, qui... En Angleterre, ils sont beaucoup plus... Enfin, ouais, dans le lâcher-prise. Enfin, c'est des drogues, alcool, fêtes, et voilà, ouais, ça m'a donné envie. T'as pas fait, ouais. Ton langage corporel, Ouais. je l'interprète comme t'as un souci là, t'as un inconfort. C'est le cas ou je me trompe? Non, ça se me replonger, je pense, à cette époque. Ça réveille peut-être des trucs, ouais. Mais c'est inconscient, en tout cas. Tout va bien. Ouf, enfin là, tu viens de dire deux choses contradictoires. Donc tout va pas bien puisque tu es en train de replonger dans quelque chose qui est difficile. Est-ce que tu es à l'aise qu'on continue? Puisque là, de toute façon, là, ce que je voulais faire, c'est de finir cette partie-là Ouais. jusqu'à la fin de l'escorting et après arrêter l'épisode et Ça marche. passer à l'épisode 2. Mais on peut aussi tout de suite s'arrêter si t'as pas envie de continuer à en parler. Ça fait le lien, de toute façon, avec la fin de tout ça. C'est que je pense que ça réveille les aspects qui, au début, étaient sympas et qui sont vite devenus un enfer, quoi, sur... la fête, tout ça, enfin, et la drogue est vite rentrée en jeu, et là c'était devenu vraiment glauque, quoi. Donc, si on peut faire le lien avec la fin, allons-y. Ouais. Vas-y. Bah, c'est ça, quoi. C'est que déjà l'argent a pris le dessus, et puis ensuite c'est devenu la fête, tout ça, et je perdais mon avenir de vue, quoi. Donc, et je me tirais une balle dans le pied. Enfin, c'était devenu. J'avais plus d'ambition, je lâchais un peu mes études, pourtant j'étais arrivé assez loin, quoi. Ça Et veut dire quoi? Arriver assez loin? j'ai réussi à intégrer une grande école. Tu rejoignais l'élite que tu rêvais Ouais, c'est de ça. rejoindre. Ouais. Bon, il y a toujours ces grosses barrières sociales, des codes que j'avais pas. Là, je les ai vraiment ressentis pour le coup. Mais je m'enfonçais aussi dans le court terme, quoi, le présent. Ouais. Glauque, ça veut dire j'enchaîne les soirées et je me drogue tellement que le lendemain, j'arrive pas à me réveiller, je vais pas en cours. Ça veut dire quoi? Sur la fin, ouais. C'est venu tard, hein. La drogue, en tout cas, c'est vraiment venu sur la fin, et au bout d'un an, j'ai dit stop. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, l'escorte, je le faisais à la fin. Il y a le terme putaco qui est vraiment affreux, mais je pense que j'étais pas loin de ça quand même. Où ça servait un peu à payer ça et les soirées et tout ça. Donc, et mentalement, ça devenait le gouffre, quoi. Donc, j'avais pas conscience d'être en dépression. Mais je faisais des énormes crises d'angoisse sans le savoir. Donc, j'ai l'impression de faire de l'asthme, en fait, alors que c'était que j'étais en grosse crise d'angoisse, quoi. Ouais. Donc, c'est le moment où, d'ailleurs, le médecin que j'avais m'a prescrit un anxiolytique sans me le dire, alors que je venais le voir pour de l'asthme, en me disant aidez-moi, quoi, parce que j'arrive pas à respirer. Il m'a posé quelques questions sur ma vie. Je lui disais juste que je préparais les concours à l'ENA et tout à l'époque. L'ENA, c'est une très grande école, ouais. Française, de la haute administration, ouais, dont le concours est extrêmement sélectif. Ouais, donc, ouais. Tu rejoins l'élite de l'élite. Ouais. Le pourcent dans le pourcent. Voilà. Donc, ça t'angoissait? Pas tant que ça en réalité. Je vais pas parler de l'escorte, mais l'ENA, j'en avais pas vraiment très envie non plus. Mais en tout cas, il a senti que j'étais stressé et que c'était des crises d'angoisse, et sans me le dire, il m'a prescrit ça. Et c'est moi, après, en allant sur Internet, en voyant que ça me faisait bizarre au cerveau,
que je me suis dit, waouh, en fait, j'ai un gros souci, quoi. Ouais. Quand j'entends tout ton cheminement jusqu'à l'arrêt de l'escorting, j'ai l'impression que tu es très seul. Est-ce que c'est une impression ou c'est le cas? Seul, bah, tu es forcément seul parce que tu peux pas en parler vraiment. Tu vois, c'est drôle, on parlait tard du consentement, tout ça. C'était pas légal ce que je faisais, quoi. Donc je pouvais pas non plus aller voir, par exemple, la police ou dire voilà ce qui s'est passé. Donc j'étais un peu coincé, seul aussi. J'en parlais à des amis, hein, j'étais assez ouvert là-dessus. Mais ma famille, vraiment les personnes référentes, je pouvais pas vraiment en parler non plus, quoi. Donc Les personnes référentes, c'est qui? ma famille, ouais, mes amis, mes proches de l'époque, avant la partie soirée, tout ça. Après, je me suis fait très bons amis quand même après pendant mes études, mais... À qui tu parlais d'escorting? Ouais, c'est avec qui tu pouvais partager, ouais. Ouais. Et Tu disais, je pouvais pas aller à la police. Pourquoi tu aurais voulu aller à la police? C'est parce qu'il y a eu des abus pendant cet escorting? Ouais, alors à l'époque, non, j'avais pas du tout envie d'aller à la police. Imaginons, aujourd'hui, avec maintenant, le contexte qu'il y a sur le consentement et tout, je pense que j'aurais plus le réflexe de vouloir le faire, mais est-ce que je l'aurais fait du fait que je sois escorte? Je pense que ça m'aurait bloqué, ouais. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent la loi, d'ailleurs. À l'époque, c'était vraiment un délit, quoi. Ouais. Maintenant, c'est les clients qui sont pénalisés, c'est un peu différent. Comment ça s'est arrêté? Donc là, tu décrivais une descente... Ouais, comment ça s'est arrêté? Des glauques et tout, et puis t'étais en train de perdre de vue ton projet, ta vie. Parce que ça commençait à se voir, quoi, que ça allait pas. Je pense que mes parents, ma famille voyaient que j'avais terminé ma grande école et j'avais pas vraiment de solution. Je savais pas où j'allais, quoi. Donc j'ai passé un an avec le CNED à préparer les concours et là, pour le coup, j'étais vraiment isolé, ouais. Et là, le CNED, c'est un organisme de formation à distance. Ouais. Donc t'étais isolé parce que t'étais tout seul chez toi à bosser. Exactement, ouais. Des livres, sans... Et je voyais mes amis qui, à côté, commençaient à avoir une carrière, tout ça, quoi, débuter. Donc, il fallait que je reprenne ma vie en main, quoi. Et je voyais tous mes plans que j'avais au début d'ambition, de carrière, ne marchaient pas. Donc, il fallait que je trouve vraiment une solution, quoi. C'est ça qui m'a fait dire, on arrête tout et on passe quand même un concours pour être sûr d'être tranquille plus tard, quoi. Donc, Et ma dernière question avant qu'on passe, putain, il y a une souris chez WAM. C'est pas vrai. C'est moi, excuse-moi, je suis désolé, c'était... C'est mignon les souris. Ça. Ouais, non, c'est bon, elle a eu peur, plus peur que moi. Excuse-moi, ma dernière question avant qu'on passe au prochain épisode, pendant cette période de excuse-moi, il faut que je me reconcentre. J'ai pas très peur des souris, hein, mais je suis là, mais putain, tu fous quoi là dans ma cuisine? Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu des relations amoureuses ou sentimentales pendant ces années Ouais, bonne question. Ça. Ouais, j'en ai eu bien sûr. Ouais. J'en ai eu pas beaucoup. J'en ai eu en fait pendant mes années à l'étranger, puisque dans le cursus, il fallait qu'on parte à l'étranger. Je suis parti 1 an et là j'étais en couple pendant plus d'1 an, ouais, avec une personne. Donc là j'ai arrêté et puis pareil, je suis reparti à l'étranger puis j'étais en couple à nouveau. C'est quand j'étais à l'étranger finalement, ouais. Et ça c'était chouette d'avoir cette pause, ouais. Ouais, c'est... Non, ouais, carrément. Carrément. Ouais. Ça faisait du bien de retomber amoureux, carrément, et d'avoir quelqu'un, d'avoir de l'affection, quelque chose d'un peu différent du sexe tarifé, même du sexe qu'on peut avoir sur les applis, quoi. En revanche, quand tu revenais dans ta vie parisienne, où tu étais en région parisienne, j'étais quand je suis revenu, alors j'ai fait mes études à Lille, après Versailles, et puis je suis revenu à Paris 2 ans ensuite, ouais. Et là, ouais, c'était à l'étranger quand t'as fait des échanges ou que t'es... Ouais. Mais à Paris ou en région parisienne, t'avais pas, en parallèle de l'escorting, un copain non, des relations sentimentales, sexuelles? J'étais dans un pays aussi où le coût de la vie était un peu différent. J'avais moins besoin d'argent. Et retour à Paris, là, par contre, c'est vrai que je voulais maintenir ce niveau. Donc, je crois que ça a joué dans la balance. Ouais. Okay.
Ouais. On s'arrête là pour le premier épisode. Ça marche. Et le prochain épisode, on va commencer par la suite. Comment t'as rebondi et qu'est-ce qui s'est écrit ensuite? Ça te va? Ça me va. Rebondi, c'est un bien grand mot, mais on va voir. Ça roule. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.